Merci beaucoup, Alain, de cette invitation. Et effectivement, j'ai la tâche difficile cet après-midi de recommencer après une matinée qui nous a amené à des réflexions extrêmement intéressantes sur le terrain conceptuel. Je vais revenir, moi, à des questions qui sont à la fois beaucoup plus concrètes et beaucoup plus juridiques. La question de la mobilité des activités économiques et de la mobilité des travailleurs est, vous le savez, une question qui a nourri de nombreux débats depuis maintenant une quinzaine d'années. Et effectivement, l'on peut voir qu'un des effets directs de la globalisation est d'avoir à la fois multiplié ces mobilités et, d'autre part, permis la construction d'un cadre juridique au service des entreprises. Je parlerai ici essentiellement des entreprises transnationales, des grandes entreprises, comme on l'a dit ce matin. Et évidemment, ces grandes entreprises ont construit ce cadre juridique dans le cadre national, souvent sous la pression de leurs actionnaires, et dans le cadre transnational, grâce aux libertés économiques reconnues dans l'Union européenne. Alors, il y a des tensions multiples entre la liberté de circulation des travailleurs et la libre prestation de services et d'établissements de services et de capitaux dans l'Union européenne. Mais ce que l'on sait, c'est que ces questions ne sont pas nouvelles. La liberté de circulation des travailleurs, ne l'oublions pas, a été à l'origine de la construction européenne, a été ensuite interprétée de façon extensive pour permettre la liberté des personnes, et puis finalement celle des citoyens, et a permis d'ailleurs l'élaboration d'un concept de citoyenneté européenne qui semble maintenant, avec son développement d'ailleurs, éluder celui des travailleurs. À côté de cela, la création d'un statut de travailleur détaché dans le cadre des prestations de services dans l'Union européenne a été la source de tous les contentieux et tous les débats sur lesquels je ne reviendrai pas. Ce que l'on peut dire de façon préliminaire, c'est qu'il y a, parmi de nombreux facteurs, deux éléments d'évolution qu'il faut garder en tête. Tout d'abord, le recul des États garants de la protection des travailleurs, et d'autre part, bien sûr, on en a parlé ce matin, l'explosion des entreprises multinationales, du nombre des entreprises multinationales depuis le début du millénaire, l'explosion des processus de financiarisation permis d'ailleurs par la configuration propre des entreprises, et puis l'explosion des réseaux internationaux de sous-traitance. Il en résulte des interdépendances sociétaires, contractuelles, technologiques, qui sont à la fois complexes et internationales. Alors c'est dans ce cadre que, effectivement, il faut lire les tensions multiples qui existent à l'heure actuelle entre les modèles nationaux des États membres et les objectifs de compétitivité qui sont permis à la fois par les structures internes des entreprises et les libertés économiques dans l'Union européenne. Alors on constate un énorme décalage juridique qui est construit, qui est, je dirais, optimisé, avec des guillemets, maximisé, pour reprendre un vocabulaire qui ne vient pas du droit du travail, par les entreprises sur pression de leurs actionnaires. Toutes ces diversités sont accrues par le jeu construit par le droit dans l'Union européenne et le choix des États de favoriser la diversité des législations sociales, de limiter l'harmonisation sociale qui, d'ailleurs, est partiellement remplacée, voire complètement remplacée, par un discours sur la convergence des droits nationaux. Mais c'est bien cette divergence des législations nationales et ce recul des États garants qui montrent à l'heure actuelle l'état de la situation. Les mobilités, ce sont des problèmes visibles, les mobilités à la fois des entreprises et des travailleurs, parce qu'on va constater que le droit, finalement, ne remplit plus ces fonctions qui peuvent être concrétisées par des fonctions à la fois de protection et des fonctions de réglementation en raison de l'existence d'un espace juridique transnational fondé sur le low cost. On constate également une forme de faillite du droit de l'Union européenne, malgré des îlots de résistance, si l'on pense qu'il peut y avoir des îlots de résistance pour instaurer une régulation protectrice nécessaire pour les travailleurs. Alors, je développerai deux points. D'une part, le premier élément qui est tout à fait caractéristique, c'est que l'emprise du droit est réduite
par les stratégies des entreprises transnationales dans l'Union européenne, et l'on a l'impression que cette emprise se réduit comme une peau de chagrin. Et puis, dans un deuxième temps, je verrai avec vous les quelques îlots de résistance qui semblent malheureusement n'être des gouttes d'eau dans un océan de libéralisation. Alors tout d'abord, effectivement, l'emprise du droit, qu'il soit national ou communautaire, est en train de se réduire comme une peau de chagrin, parce que l'on a pour l'instant un équilibre instable qui est forgé entre mobilité des entreprises et des travailleurs, autour des principes du droit des sociétés et de l'autonomie de la personne morale, autour du droit des relations contractuelles internationales tel qu'organisé par le règlement communautaire dit Rome I, qui consacre la liberté contractuelle avec quelques exceptions, et enfin les libertés de prestation de services et d'établissement qui sont le propre du droit communautaire. Alors, je ne prendrai que quelques exemples très rapidement pour vous montrer qu'il y a en fait, dans ces relations de travail internationales, deux niveaux de subordination. Le premier, qu'on connaît parfaitement bien, celui qui est propre à la relation de travail entre l'employeur et les salariés, le déséquilibre traditionnel de la subordination du travailleur. Mais il y en a un deuxième maintenant, qui est celui qui est provoqué par le déséquilibre structurel permis par l'évitement du droit protecteur, qu'il soit national ou communautaire. Alors j'aimerais bien vous parler du secteur maritime, puisque dans les secteurs mondialisés, il y en a deux qui sont extrêmement intéressants, qui nous donnent des leçons, le secteur maritime et le secteur aérien. Traditionnellement, on a cette mondialisation et donc des réactions du droit et des juristes construits depuis maintenant de longues années, mais je n'aurai pas le temps, simplement pour vous dire qu'il y a quelques leçons qu'on tire du droit maritime. La première, c'est qu'on ne peut éviter ces stratégies de low cost, des pavillons de complaisance en droit maritime, que par un droit mondialisé. Deuxième leçon, que l'on a besoin de contrôles territoriaux. Et il y a un mouvement extrêmement intéressant pour essayer d'écarter la loi du pavillon de complaisance, du pavillon en général, pour revenir à la loi du port. Et troisième leçon, donc l'ancrage territorial qui permet les contrôles. Et troisième leçon, c'est par le biais d'inspecteurs et d'inspecteurs qui ne sont pas liés aux États qu'on peut imaginer un jour avoir des contrôles. Ce sont des leçons qui peuvent servir dans d'autres domaines, et d'ailleurs peut-être dans celui des codes de conduite, mais je sors de mon sujet. Alors, le secteur aérien, avec les compagnies low cost, tout le monde connaît EasyJet, Vueling, Ryanair. Il y a eu, depuis 2006, des actions extrêmement importantes pour essayer de soumettre ces compagnies d'aviation low cost au droit protecteur français, puisque, par hypothèse, ces compagnies cherchent à soumettre leur personnel au droit anglais ou au droit irlandais qui ne permet pas les mêmes protections des travailleurs. Alors, il y a eu une saga judiciaire qui s'est engagée et je ne vous en donnerai que les résultats. Premier élément, sur le terrain de la loi applicable au contrat de travail des navigants, la question était de les soumettre à la loi française ou de tenter. Et là, les cours, aussi bien cours de cassation que cours de justice, ont élaboré l'idée, l'analyse, qu'il fallait les rattacher au centre effectif d'exploitation. Et dans un arrêt du 11 avril 2012, donc très récent de la Cour de cassation décide que le rattachement au centre effectif d'exploitation, il s'analyse en fonction de la façon dont les rotations commencent et se terminent, la façon dont les tâches administratives sont faites, et la Cour de cassation rentre dans des indices qui partent de l'organisation du travail de ces navigants pour essayer d'aller dire, eh bien, si les rotations partent de France, dans des locaux français, on est bien soumis au droit français, on écarte le droit anglais. Première décision, on va dire, courageuse. Deuxième champ de lutte judiciaire, les décrets qui viennent du Code de l'aviation civile et qui définissent ces bases d'exploitation. On a une définition en France. Attaque contre le décret, en 2007 cette fois-ci, pour dire que eh bien, la base d'exploitation en France soumise au droit français est contraire aux libertés économiques. Et là, le Conseil d'État vient nous dire c'est quand il y a une stabilité et une continuité de l'activité dans des locaux situés en France que nous avons une base d'exploitation en France et que le droit français s'applique. Donc, action contre les compagnies low cost pour dire que quand elles ne déclarent pas leurs salariés qui est soumis, effectivement, qui sont rattachés à la base d'exploitation française et que les cotisations sont payées ou au Royaume-Uni ou en Angleterre, donc non déclarées en France, on est face à du travail dissimulé. À partir de 2006, de nombreuses décisions qui se terminent, je vous passe les détails, par 2 arrêts de la Chambre criminelle cette année, rendus au mois de mars 2014, et qui aboutissent, 11 mars 2014,
Parce que la chambre criminelle considère qu'il y a bien travail dissimulé et entrave d'ailleurs au droit collectif, tout simplement parce qu'il suffit d'écarter les présomptions qui sont tirées du droit européen sur la délivrance de la fameuse attestation de protection sociale E101 pour considérer que c'est la réalité qui compte et que c'est le rattachement stable, permanent, à une base d'exploitation qui fait que les cotisations doivent être payées en France. La chambre criminelle, effectivement, permet de faire ce rattachement tout en écartant certains aspects du droit européen dans lesquels je ne rentrerai pas et qui posent problème à l'avenir. Donc, que peut-on dire ? Eh bien, qu'il y a une emprise du droit français face à ces situations transnationales, puisque les différentes cours viennent dire qu'on laisse de côté le détachement transnational lorsqu'il y a ce rattachement stable et permanent. Eh bien oui, on pourrait être très content de voir qu'il y a cette emprise du droit français protecteur, mais le résultat, il est très simple. Eh bien, c'est que les compagnies low cost ont organisé autrement les rotations de leur personnel navigant et qu'il a suffi de faire les plannings avec des rotations qui partaient du Royaume-Uni ou qui partaient de l'Irlande pour que le personnel navigant ne soit plus rattaché à des locaux situés en France, mais à des locaux situés au Royaume-Uni ou en Irlande. En d'autres termes, le droit français, pourtant construit avec cette stratégie judiciaire très performante, il faut bien dire, est simplement détourné par une traduction managériale simple des critères qui ont été mis en place par le droit français et qui pourtant sont tout à fait remarquables. Donc il n'y a dans ces situations aucune fraude à la loi et il y a tout simplement la transformation d'une règle juridique en règle managériale. Deuxième exemple, les chaînes globales de sous-traitance. Comme vous le savez, elles sont construites sur des relations contractuelles dans les contrats commerciaux internationaux et même s'il y a parfois des clauses contractuelles sociales qui ne sont pas inintéressantes, toujours on va revenir dans ces chaînes sur les faits relatifs du contrat dans la chaîne de sous-traitance. Et il n'y a aucune possibilité donc de construire des droits qui ne seraient pas liés à la simple application du droit de contrat et particulièrement sur les droits collectifs. Donc en allant vite, pas de possibilité de construire des droits collectifs au niveau transnational parce que sinon on tombe très vite dans les entraves aux libertés économiques, pas de compétences pour les droits collectifs en matière européenne au titre du traité, simplement les faits relatifs du contrat et la personnalité juridique écran, qui parfois peut être mise à l'écart. On a des exemples et on en parlera demain, mais il est certain que la seule appréhension juridique de l'entreprise, dans le cadre territorial, ici, ne permet pas d'appréhender la chaîne de sous-traitance. Il faudrait faire appel à d'autres théories, peut-être la théorie de l'ubiquité, telle que développée par Michel Serres, ou bien même plus près de nous, la sphère d'influence que l'on retrouve dans les principes Ruggie dont on a parlé ce matin, mais en tout état de cause permettre ce dépassement de cette personnalité juridique territoriale écran. Peu d'impact à l'heure actuelle, on en parlera demain, je pense, de la théorie du dépassement de la personnalité morale, piercing the veil en anglais. Troisième exemple, évidemment, on va reparler de ce fameux statut des travailleurs détachés. Eh bien, c'est très simple. Il est détourné très facilement dans toute l'Europe entière par le self-employment. Il suffit de ne pas être salarié, il suffit d'être indépendant. Et comme vous le savez aussi bien que moi, toutes les législations, tous pays confondus, ont développé des statuts parfaitement légaux pour les indépendants, le self-employment. Les législations sont favorables, elles sont poussées par la Commission européenne. Et donc, c'est une mobilité de travailleurs indépendants qui sont régis par des statuts locaux, nationaux, parfaitement légaux, qui permettent de ne pas avoir à appliquer aucune protection des travailleurs détachés. Alors, on a parfois l'impression qu'on fait beaucoup de bruit pour rien avec ces questions de détachement. Il est certain qu'il y a encore quelques grands chantiers où ces textes sont applicables. Mais, dans certains pays, 40% de travailleurs en self-employment. De toute manière, très inquiétant, donc on détourne très facilement les protections grâce à cette construction transnationale. Enfin, pour vous terminer sur cette emprise du droit qui se réduit comme une peau de chagrin, je vous citerai tout simplement le fait que dans l'entreprise, il y a l'employeur. D'ailleurs, souvent, les deux termes sont employés dans le Code du travail de façon superposée, voire inadéquate.
eh bien l'employeur reste en France encore une conception parfaitement territoriale, nationale, et qui ne tient pas compte évidemment de cet espace transnational. On en a des exemples célèbres, et notamment des exemples de délocalisation sauvage, notamment dans l'affaire Flodor, et où la Cour de cassation a bien dit l'employeur, c'est l'employeur qui est en France. Donc s'il y a une filiale qui est dans un autre pays, même européen, eh bien nous, on ne peut pas le savoir. Alors quand même, ces dernières années, la Cour de cassation a compris qu'on était face à des groupes de sociétés, que les stratégies étaient mises en place dans ces groupes, et a reconnu de plus en plus souvent des situations de co-emploi. Alors en matière de droit international privé, on connaît bien cette situation-là, puisque depuis longtemps, on essaye d'attraire devant les tribunaux, par le biais de la compétence juridictionnelle, des sociétés diverses installées dans différents pays, sociétés mères, filiales, par le biais du co-emploi. Ici, cette analyse du co-emploi se redéveloppe et la Cour de cassation vient dire, si effectivement les pouvoirs sont exercés avec une confusion d'activités, une confusion de dirigeants, une confusion dans les prescriptions entre deux sociétés du groupe, souvent sociétés mères et filiales, il y a co-emploi, et donc s'il y a co-emploi, il y a responsabilité solidaire. C'est une façon d'éviter que l'employeur ne soit un concept que territorial, mais inutile de vous dire que les conditions sont strictes, très limitées, peu mise en forme, et donc que l'on voit bien, ce concept d'employeur limité au sol français permet de laisser toutes les stratégies transnationales mises en place et permet un évitement des protections, en tous les cas, telles qu'elles sont conçues par le modèle national. Alors la conséquence très rapide de ces quelques exemples, c'est qu'il faut considérer que l'on doit repenser à la fois ce concept d'employeur et à la fois ce concept d'entreprise. C'est à une révision des paradigmes du droit du travail qu'il faut s'atteler, car c'est cet espace juridique transnational qui devrait, pourrait faire l'objet d'une réglementation juridique pour faire obstacle à ces optimisations financières, optimisations sociales, optimisations fiscales. À côté de cette emprise du droit, on est obligé de constater l'échec du droit communautaire, particulièrement depuis le début du millénaire, et les espoirs qui avaient pu être fondés, que j'ai été la première à fonder, peuvent maintenant être écartés. Et qu'est-ce que l'on constate ? C'est que les îlots de résistance qui ont été construits et qui permettaient d'avoir quelques espoirs sont maintenant des voies de résistance en voie de dilution. Alors, tout de même, je ne me renierai pas complètement, et je vous dirais qu'il est vrai que dans l'Union européenne, on a eu tout de même des réactions importantes, des constructions d'acteurs, des nouveaux instruments juridiques, par le biais des comités d'entreprise européens, maintenant par les fédérations sociales internationales qui concluent des accords cadres internationaux, par la structuration des acteurs et notamment la Confédération syndicale internationale. Donc on a eu une prise en compte de l'internationalisation des activités des entreprises pour construire la protection des travailleurs. Mais qu'est-ce que l'on a vu depuis le début de la crise ? C'est un recul extrêmement important de ces modes de représentation des travailleurs transnationaux et des fragilités structurelles qui se sont révélées aboutir à être extrêmement décevants. Alors tout de même, on a un paradoxe constant entre cette construction d'instruments, cette structuration d'acteurs, et puis la déconstruction. Et c'est malheureusement cette déconstruction qui a fait de terribles avancées depuis 2007. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut parler d'îlot de résistance. Alors, premier îlot de résistance, évidemment la Charte des droits sociaux fondamentaux qui permettait de penser qu'il y aurait un rempart des droits fondamentaux dans l'Union européenne pour permettre la protection des travailleurs. Espoir d'autant plus renforcé par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui a fait que cette charte a obtenu toute force juridique. Mais qu'est-ce que l'on constate, là aussi très rapidement ? C'est que si la Cour cite la charte et s'appuie sur la charte extrêmement souvent dans ses arrêts, elle se retient d'en faire une application qui soit une application créative ou une application même en faveur de la protection des travailleurs dans ce contexte de déconstruction. L'exemple tiré de l'affaire dite AMS, qui a été jugée le 15 janvier 2014 sur une affaire française, en est l'illustration.
Il s'agissait de faire juger que le texte français qui excluait les contrats aidés des seuils d'effectifs pour la représentation des travailleurs était contraire à la Charte des droits fondamentaux, c'est-à-dire au principe de représentation des travailleurs. Il s'agissait de donner force à l'article 27 de la Charte de l'Union européenne, et la Cour s'y est refusée. Elle a bien considéré qu'effectivement notre texte français était un texte contraire à la Charte. C'est quand même déjà très bien, effectivement, il y a quand même un apport. Mais par contre, que ce texte ne pouvait pas être applicable entre les entreprises et les particuliers, de façon à ne pas transformer l'ordonnancement communautaire des normes qui est retenu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Cour se refuse à être aussi créative pour la protection des travailleurs qu'elle l'est pour la citoyenneté. Ça veut dire aussi qu'elle se refuse de conférer un droit invocable aux particuliers sur le fondement de la Charte. Cela signifie, plus généralement, et là je vais très vite, on pourrait dire beaucoup de choses sur ces décisions depuis 2009 de la Cour, qu'il y a assez peu d'espoir qu'il y ait une jurisprudence qui soit plus favorable aux travailleurs sur le fondement des droits fondamentaux reconnus dans la Charte, sauf à espérer que l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, qui est en cours, conduit à faire accroître la place des droits collectifs dans l'Union européenne par la force de la Convention européenne des droits de l'homme dans l'Union européenne. C'est loin d'être certain, même si l'on peut penser qu'il y a une mobilisation forte, à la fois évidemment des acteurs, des organisations syndicales et de la doctrine, autour du lien entre Union européenne, Convention européenne des droits de l'homme et Charte sociale européenne. Et l'on en a pour preuve une décision du Comité européen des droits sociaux en 2013, que l'on a appelée anti-Laval et Viking, qui proposait qu'il y ait un renforcement des droits fondamentaux et des droits collectifs. Je n'ai pas le temps de vous en parler plus en détail. Alors, je passerai très vite au deuxième exemple de ces gouttes d'eau dans les océans de résistance, pour vous dire que, là encore, après toutes ces discussions sur la directive de 1996 sur le détachement des travailleurs et ensuite, après les débats énormes des arrêts Laval et Viking de la Cour de justice qui ont fait prévaloir les libertés économiques sur la protection des travailleurs détachés et institué des plafonds de protection par les droits nationaux, eh bien, on pouvait espérer une révision de cette directive, refus de la révision, mais pour obtenir un consensus, la Commission a réussi tout de même à faire adopter un nouveau texte qui n'est pas une révision, qui ne touche pas les points en débat et en opposition forte dans l'Union européenne de cette directive, mais instaure en fait, sur ce consensus de tout le monde, une lutte contre la fraude. Dans ce texte, qui est en voie d'adoption, puisqu'elle est dans la dernière étape de la navette, eh bien, il y a des mesures intéressantes pour reconnaître la légalité des détachements, pour éviter qu'il y ait des détachements frauduleux, avec des dispositions précises qui vont être communes à tous les États membres, pour éviter des détachements frauduleux dans des entreprises boîtes aux lettres. Et puis, il y a des voies administratives et juridiques pour mettre en œuvre la directive avec des zones de coopération importantes. Alors, c'est sûr que ce texte est important. Si j'avais du temps, je vous le détaillerais. Il est intéressant. Il est surtout intéressant peut-être parce qu'il y a une mesure utile qui est de reconnaître la responsabilité des entreprises dans la chaîne de sous-traitance, dans le secteur de la construction. Les États membres peuvent étendre cette responsabilité solidaire dans la chaîne de sous-traitance à d'autres domaines, mais il reste que, alors qu'on était avec un texte symbole qui aurait pu faire avancer la protection des travailleurs en Europe et la protection transnationale des travailleurs, eh bien la situation est telle qu'on laisse le texte en état. Donc, en résumé, les problèmes sont toujours là, même s'il y a quelques dispositions tout de même intéressantes dans cette future nouvelle directive. Et puis je terminerai sur les îlots de résistance par une surprise. La surprise, c'est que, alors que vous le savez que la Commission a mis en place une politique qui s'appelle fitness, c'est-à-dire qu'il doit y avoir de moins en moins de textes contraignants en matière sociale, on fait maigrir la protection sociale des travailleurs, eh bien, elle a quand même adopté là, une nouvelle directive. On a réussi à faire adopter une nouvelle directive. Et alors, aux surprises, sur la portabilité des droits de pension de régime complémentaire.
Ce qui, en matière de mobilité, est le résultat de 10 ans de discussions sur des sujets affreusement techniques, parce que les régimes complémentaires de pension de retraite sont différents dans tous les États membres. Donc c'est affreusement technique et on arrive à trouver un accord et à faire adopter cette directive. Donc c'est une belle surprise et qui pourrait donc démontrer qu'il y a quand même encore un peu d'Europe sociale. Eh bien oui, il y en a un petit peu, c'est quand même pas mauvais. Mais quand on regarde de près, pourquoi est-ce qu'elle est adoptée? Eh bien parce que derrière, évidemment, ces droits de pension, il y a des enjeux financiers extraordinairement importants qui intéressent effectivement tout le monde, parce que vraiment, il y a beaucoup d'argent derrière ces questions-là. Et puis parce que ça ne concerne que les travailleurs qui sont bien intégrés dans leur poste, qui vont y rester au moins 3 ans. Et là, effectivement, on espère que les États membres vont accepter qu'ils emportent ce qu'ils ont acquis, cette portabilité étant extrêmement limitée tout de même dans la directive. Donc effectivement, ça concerne toujours les mêmes, c'est-à-dire pas ceux qui sont le plus mobiles, ceux qui sont le plus vulnérables, ceux qui sont le plus en danger. Et il est certain qu'on peut aussi sur ce terrain regretter que quand il y a tout de même un peu d'harmonisation, ce soit dans ce cadre-là. Donc il y a bien des îlots de résistance encore au niveau européen, mais en ce moment, ces îlots de résistance ne se déploient pas, en tous les cas ne se déploient pas à la hauteur de ce qu'il serait nécessaire pour permettre de conserver encore une vraie emprise du droit, une protection des travailleurs qui soit à la hauteur des possibilités qui sont créées dans les entreprises à l'heure actuelle, avec les objectifs qui, on vous l'a démontré depuis ce matin, sont bien des objectifs financiers avant d'être des objectifs évidemment sociaux. Je m'arrêterai là sur ces questions et je vous remercie.